Gérard Blier, bonjour. Bonjour Yann. Alors, Napoléon a été entraîné dans une guerre en Espagne, en péninsule ibérique, en fait, hein, Hmm. entraîné un peu par les Anglais aussi. Vous allez nous raconter tout ça? Tout à fait. Alors, la guerre d'Espagne, c'est un moment très important dans l'histoire de l'Empire parce que on peut penser qu'elle a pesé très lourdement, on va essayer de le montrer, sur l'issue finale. Elle a usé la grande armée et elle a donné confiance, compte tenu des difficultés de Napoléon, à l'Europe entière. Et les Espagnols ont montré que Napoléon n'était pas invincible. Alors, pourquoi la guerre d'Espagne? Alors, l'Espagne était dirigée par une monarchie qui avait énormément de problèmes, de difficultés, et à ce moment-là, nous sommes en 1807, 1808, l'Empire est au fait de sa puissance, l'Empire domine l'Europe continentale, et Napoléon se dit, pourquoi pas s'intéresser à l'Espagne? Et alors, Napoléon impose, on ne peut pas dire autre chose, avec après des négociations, des interventions qui sont truquées ou en fait il s'affirme le maître, il impose à l'Espagne le départ de souverains qui c'est vrai était décrié et il impose son frère Joseph sur le trône de Madrid. On sait que la France était déjà présente en Espagne puisque c'était des Bourbons qui régnaient depuis l'époque de Louis XIV. Mais là, c'est le frère de Napoléon qui, par la grâce de l'empereur, devient roi d'Espagne. Et Napoléon pensait que ça allait se passer comme ça. Pas du tout. Les Espagnols n'admettent absolument pas ce souverain étranger qui est imposé par la force et ils se rebellent. C'est une révolte générale où l'Église, les moines, le fanatisme jouent un très grand rôle, mais c'est la révolte d'un peuple qui ne veut pas être opprimé par, évidemment, quelqu'un qui vient de l'extérieur. Et alors commence à ce moment-là, en 1808, une guerre, mais qui est une guerre dispersée, c'est une guerre de guérilla, c'est-à-dire que les Espagnols ne peuvent pas affronter Napoléon en terrain découvert, tout au moins au début, et c'est une guérilla avec énormément d'atrocités de part et d'autre, des prisonniers qui sont sciés en deux, etc. C'est épouvantable. Bon. Et à ce moment-là, vous allez me dire, mais que vient faire l'Angleterre là-dedans? Voilà. On sait que l'Angleterre, c'est évidemment l'ennemi numéro un de Napoléon, et l'Angleterre veut flèche de tout bois, veut faire flèche de tout bois. Or, il se trouve que le Portugal qui fait partie de la péninsule ibérique, bien sûr, avec l'Espagne, était, depuis plusieurs siècles, un pays très actif sur le plan du commerce international, maritime, et le Portugal faisait des affaires avec l'Angleterre. L'Angleterre avait donc des intérêts au Portugal. Et on va voir que l'instauration du blocus continental par Napoléon et le contre-blocus anglais, ça nuit aux affaires et le Portugal se trouve en difficulté et les Anglais vont avoir tendance à soutenir le Portugal. Alors, c'est ainsi que, dans un premier temps, je ne vais pas en parler longuement parce que c'est une guerre qui ne concerne pas les Anglais, dans un tout premier temps, mais très rapidement, et alors surtout à partir de 1809, l'Angleterre intervient massivement. Pourquoi à partir de 1809? Parce que c'est la cinquième au niveau européen est organisée à l'instigation de l'Angleterre contre Napoléon. Ce qui fait que l'Angleterre, qui jusque-là soutenait discrètement les révoltés espagnols, l'Angleterre, évidemment, reprend son rôle d'ennemi ouvert, déclaré à Napoléon. Et à ce moment-là, l'Angleterre soutient ouvertement les Portugais. Pourquoi? Parce que c'est une manière évidemment de lutter contre Napoléon, indirectement, mais aussi l'Angleterre défend ses propres intérêts. D'autant plus que le blocus continental, effectivement, le blocus continental nuit beaucoup aux affaires et l'Angleterre se sent extrêmement menacée. Elle veut profiter de la situation pour nuire à Napoléon. Alors donc, des contingents anglais débarquent au Portugal et ils sont dirigés par un général qui va se faire un nom, c'est Lord Wellesley, mais Lord Wellesley, il a laissé un nom autre dans l'Espagne, dans l'histoire, c'est le duc de Wellington. Il va être anobli, et c'est lui, tout le monde le sait, je ne dévoile rien, qui va battre Napoléon, on verra ça, à Waterloo. Alors donc, intervention britannique. À partir du moment où c'est la 5e coalition, les Britanniques soutiennent ouvertement, il y a des armées britanniques qui sont en Espagne. Alors, les Britanniques vont profiter d'abord d'un sursaut de dynamisme chez leurs adversaires à cause de ce qui se passe
en 1808, en juillet, à Baylen. À Baylen, là, les Anglais ne sont pas dans le coup, mais à la surprise du monde, une armée française est obligée de capituler en grosse campagne et elle est capturée par les armées hostiles, les armées espagnoles. Et ça, dans le monde, ça fait l'effet d'une bombe. Ça encourage, évidemment, tous les adversaires de Napoléon. Et à ce moment-là, évidemment, les Anglais estiment que c'est le moment ou jamais d'essayer de porter des coups très durs. Alors, Wellington va donc je dis Wellington pour simplifier les choses, il n'est pas encore Lord Wellington, c'est Wellesley, mais enfin, on va dire Wellington, il est plus connu comme ça. Alors, donc, il attaque, et c'est ainsi qu'on peut estimer que dès août 1808, c'est-à-dire après quelques mois de lutte, la France, Napoléon, perd le Portugal. Le Portugal est sauvé par les Anglais. Les Français, commandés par Junot, qui était un maréchal de qualité, les Français sont battus et les Anglais donc prennent le Portugal. Alors c'est évidemment extrêmement important, extrêmement intéressant. Et en 1809, alors encouragé par ce succès, eh bien Wellington, avec des troupes anglaises, entre en Espagne. Ce qui fait qu'à ce moment-là, eh bien, les Français se retrouvent en très très grande difficulté. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans un pays qui est hostile, il y a la guérilla, les Espagnols sont à 99% contre les Français. Alors il y a d'une part la guérilla, et la guérilla est soutenue par des troupes régulières, les troupes anglaises. Alors guérilla plus les forces de la guérilla, plus les forces anglaises, ça fait évidemment beaucoup. D'autant plus qu'avec la 5e coalition, Napoléon, qui était venu en Espagne, est obligé, évidemment, de repartir. La 5e coalition, ce sont des victoires napoléoniennes. Wagram, la 5e coalition, globalement, est un succès français. Mais Napoléon n'est plus là en Espagne. Et en Espagne, à partir du moment où il n'est plus là, comme les meilleurs maréchaux sont dans le centre de l'Europe pour lutter contre l'Autriche, etc., bon, eh bien, les difficultés s'accumulent. Et après la perte du Portugal, eh bien, en Espagne, la situation très vite se désagrège. Et à ce moment-là, on peut estimer, vous voyez, Yann, que jusqu'en 1814-1815, jusqu'à la chute de l'Empire, bon, la guerre d'Espagne va se poursuivre, mais elle va se diluer, évidemment, dans les dernières coalitions, etc. Au moment de Waterloo, on ne parle plus beaucoup de l'Espagne, d'autant plus que la France a déjà perdu l'Espagne. Alors, la guerre d'Espagne, on sait quand elle commence, en 1808, mais bon, elle continue pratiquement jusqu'à la fin. C'est-à-dire que les troupes françaises ne sont que rarement battues. Il y a quand même un certain nombre de batailles, Talavera, Ceuta de Rodrigo, où les Français sont battus. Ils remportent quelques succès, des succès mais qui ne sont pas probants. Les Français ont maintenant l'infériorité du nombre. Napoléon n'étant plus là, le talent de Wellington comme commandant en chef, aidé par la guérilla espagnole, font que les Français n'ont plus absolument aucune chance. Alors, il va de soi que depuis longtemps, le roi Joseph est chassé de Madrid, et c'est un repli, à partir de 1810, un repli constant des forces françaises vers la frontière française, vers les Pyrénées. Et c'est ainsi que, en juin 1813, une bataille importante va consacrer l'écrasement des armées françaises en Espagne, c'est la bataille de Vitoria, dans le Pays Basque, et cette bataille de Vitoria, qui est une bataille de grande envergure, il y a des milliers de morts de part et d'autre, mais ce sont les Français qui ont le plus de pertes, qui sont battus, les débris de l'armée française franchissent les Pyrénées, et la grande armée, la partie de la grande armée qui combattait en Espagne, se trouve donc éliminée. Alors les Français sont donc chassés d'Espagne, ce qui fait que cette guerre d'Espagne, qui donc, à partir de 1809, s'intègre dans les campagnes, dans les coalitions qui donc vont essayer de déboulonner, en y réussissant évidemment, Napoléon, cette guerre d'Espagne, c'est une très grande défaite pour la France. Alors, il faut bien voir l'importance de cette défaite. La France, Napoléon avait des prétentions en Espagne. Bon, ça a complètement échoué. Le Portugal, n'en parlons pas, mais il y a bien pire. C'est-à-dire que pour lutter contre à la fois la guérilla et les Anglais, Napoléon, qui n'était plus là, était obligé de distraire de sa grande armée dont il avait besoin ailleurs, voyez-vous, notamment lors de la campagne de Russie. Il a été obligé de distraire un certain nombre d'éléments, de divisions, de régiments, voyez-vous, en Espagne. Alors qu'ils vont se faire battre, mais même s'ils avaient été victorieux en Espagne, ils vont manquer ailleurs, voyez-vous. Alors c'est en cela que la guerre d'Espagne est très grave. La guerre d'Espagne est très grave pour Napoléon. La guerre d'Espagne a encouragé toute l'Europe en montrant que Napoléon, ses forces n'étaient pas invincibles, que la grande armée n'était pas invincible, et la guerre d'Espagne
a un peu saigné à blanc la Grande Armée qui a été très affaiblie. Alors voilà en quoi la guerre d'Espagne, voyez-vous, qui s'inscrit dans les relations belliqueuses entre la France et l'Angleterre, a une grande importance. La rivalité franco-anglaise domine l'histoire de l'Europe occidentale depuis plus de 1000 ans sur terre comme sur mer, depuis Hastings jusqu'au Brexit. Gérard Blier présente quelques grands moments de cette histoire au micro de Yann Le Perf.